complètement. Ce sont des révélations qui sont signées Vadim Skibitsky. C'est cet homme que vous voyez sur cette photo. Ce n'est autre que le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien. C'est donc l'un des hommes qui murmure à l'oreille de Volodymyr Zelensky. Et il s'est confié longuement à nos confrères allemands de Bild. Il est notamment revenu sur le début de la guerre côté russe. Et que dit-il? Eh bien, il dit ceci: selon nos informations, l'invasion de l'Ukraine a été reportée à 3 reprises, la dernière fois à la mi-février. Il ajoute également que Poutine en avait discuté à plusieurs reprises avec Gerasimov, qui est le chef d'état-major, mais également avec Shoigu, le ministre de la Défense. Le FSB a poussé à l'invasion. Voilà ce que dit le renseignement ukrainien. Les officiers du FSB étaient persuadés qu'ils étaient suffisamment préparés. Ils ont investi d'énormes ressources. Ils ont poussé Gerasimov à attaquer. Information donc du côté ukrainien. Le chef d'état-major aurait finalement cédé et approuvé donc le lancement de cette opération, pensant effectivement, grâce aux déclarations du FSB, que les hommes qu'il allait envoyer sur le front allait être suffisamment préparée et que finalement cette opération elle allait durer que seulement quelques jours. Preuve toujours du renseignement ukrainien, le fait que leurs unités n'avaient des équipements, de la nourriture, des munitions, du carburant que pour seulement 3 jours montre à quel point ils avaient effectivement mal calculé leurs coûts, puisqu'ils pensaient effectivement que cette opération spéciale finalement n'allait durer que quelques jours, et vraisemblablement cette précipitation du FSB a conduit à cette déroute. Ça a totalement chamboulé le début de cette guerre, et c'est à cause donc de cette précipitation que les Russes, dès le début de la guerre, ont essuyé plusieurs défaites. Tous leurs premiers objectifs ont échoué. Ils n'ont pas pu encercler Kiev, ils n'ont pas pu capturer Soumy, Tcherniv et Kharkiv. Le fait de ne pas capturer ces villes à l'est a stoppé leur avancée. C'est donc toute la dynamique de la guerre qui a été bousculée à cause de cette précipitation du FSB. Le FSB qui a donc mal préparé cette guerre et qui a vraisemblablement sous-estimé également les capacités ukrainiennes, puisque le chef d'État, le chef du renseignement adjoint, dans cette interview, il revient sur une anecdote qui est très intéressante et qui effectivement nous éclaire quand même sur l'impréparation russe. Il dit ceci: les Alliés nous ont demandé avec étonnement si nous avions des données en temps réel sur l'ennemi dans chaque ville, dans chaque maison. Nous pouvions dire avec précision combien de soldats russes s'y trouvaient, car en fait, tous les Ukrainiens avec un téléphone nous indiquaient où les soldats russes étaient déployés. Effectivement, le FSB, qui n'avait pas compté sur la résilience et la solidarité du peuple ukrainien, preuve que Vladimir Poutine et ses renseignements se sont précipités. Ils ont clairement sous-estimé l'ennemi ukrainien. Merci beaucoup, Nivine. On comprend un peu mieux, Général, pourquoi il était chafouin vis-à-vis du FSB tout à l'heure, Vladimir Poutine. Oui, mais je crois que ça fait partie... moi, je vois surtout que depuis quelque temps, il y a une montée en puissance de la présence de Poutine, je dirais, sur les événements. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme ça qu'il faut constater. Maintenant, qu'il ne soit pas très content vis-à-vis du FSB, j'ai surtout l'impression qu'il se dédouane déjà à l'avance de ce qu'on pourrait lui reprocher demain. C'est toujours facile de dire 9 mois après, 10 mois après, c'est pas de ma faute, j'étais pas au courant, on m'a pas dit ce qu'il fallait. Maintenant, tout ce qui est annoncé depuis plusieurs jours, c'est quand même la mise en place d'une reprise en main, manifestement, et surtout, il est très net pour moi, du moins, que la guerre va monter en puissance, que la Russie n'a pas l'intention de céder, et que le combat de Bakhmout, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui effectivement est une bataille très sérieuse, avec beaucoup d'impact, à mon avis, politique et symbolique. C'est une bataille qui va surtout faire monter aux extrêmes, ou du moins en intensité de part et d'autre, puisque l'un et l'autre doivent gagner. Les Ukrainiens ne doivent pas céder, les Russes doivent gagner, chacun de son côté. Et on revient éventuellement sur le déplacement de Zelensky à Bakhmout. On ne peut pas ne pas relier l'un à l'autre, on ne peut pas dissocier les deux. Il y a une campagne de communication de part et d'autre, on voit les enjeux monter, et quand on entend ce qu'a été dit Zelensky sur le terrain, remonter, pas le moral, parce que je pense que le moral est long, mais décorer les soldats qui sont allés au front, le moment où on montre son respect envers les soldats morts au combat, que Zelensky lui-même dit il y a 2 jours, il est inquiet
sur Bakhmout. Donc on a les deux sons de cloche d'un côté, hein, de part et d'autre. On a je vais continuer Ça encore bouge, plus en fort, fait. et de l'autre côté, je vais continuer, mais je vais résister. La séquence, Vincent, elle est intéressante parce qu'on a effectivement Zelensky aujourd'hui. Hier, on avait Poutine qui était en Biélorussie avec Shoigu, avec Lavrov, face à Loukachenko. Loukachenko qui dit, assis à côté de Vladimir Poutine, nous sommes les agresseurs les plus toxiques du monde, en souriant et en disant on va pas faire une bataille entre nous parce que je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. On a effectivement Zelensky qui arrive aujourd'hui à Bakhmout. On a Shoigu dans son hélico, même si manifestement l'hélico était pas au bon endroit. Mais effectivement, il y a quand même, la vitesse supplémentaire a été enclenchée là. Oui, à une petite nuance près, c'est que il s'agit aussi d'une sorte de partie de poker menteur. Poutine a, me semble-t-il, en tout cas au travers de ses déclarations publiques, une obsession, c'est de remettre l'Église fédérale et orthodoxe au milieu du village. C'est-à-dire qu'il a dû, à un moment donné, sous-traiter une partie de l'opération militaire, donc de l'agression d'Ukraine, à des supplétifs, que ce soit les Soudards de Wagner, que ce soit les Tchétchènes de Kadyrov. À partir de septembre, en fait. Ça suscite une intense amertume dans les échelons classiques de l'armée russe, ministère de la Défense, état-major, etc. Donc, qu'il s'agisse de Shoigu, de sa réunion l'avant-veille avec Gerasimov, chef d'état-major, et le même Shoigu, il s'agit de montrer qu'il y a un État et un État fonctionnel, ce qui ne va pas de soi. Moi, très franchement, je ne miserais pas 3 kopecks sur le scénario qui voudrait que un Poutine épris de paix, de compromis et de dialogue se soit vu contraint de déclencher la guerre par le FSB. Enfin, n'oublions pas quand même d'où il vient. Officier du KGB, il a été le patron du FSB, donc c'est certainement pas quelqu'un qui serait sous influence. Quand on a confisqué il a peut-être fait depuis trop le début, confiance, en revanche. voilà. Alors, mais encore une fois, oui, parce qu'il est parfaitement clair. Il y a une enquête extrêmement approfondie du New York Times, qui est une sorte de décryptage et d'autopsie du fiasco initial de février-mars dernier, montre à quel point, effectivement, les éléments qui lui ont été fournis l'ont conforté, je dis bien conforté, et non pas converti, dans cette idée qu'il y avait un coup à jouer, que les Occidentaux avaient juré sa perte, etc. etc. Mais, encore une fois, Poutine, quand vous regardez ce qu'est la structure et le mode de fonctionnement du pouvoir exécutif en Russie, n'a besoin de personne pour s'intoxiquer. Si on relit ses écrits depuis le début de ce millénaire, le verbatim de ses discours, on en revient toujours à la même évidence. L'Ukraine est une anomalie historique à laquelle il faut mettre un terme, soit par la soumission, soit par la force des armes. Donc c'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y ait autre chose qu'une nouvelle opération paratonnerre. C'est-à-dire que tour à tour, on accable Shoigu, justement, et puis il revient en grâce. L'état-major, on vire un chef de l'opération militaire spéciale pour en mettre un autre. Et puis au bout du bout, eh bien, le roi est nu.